Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Est-ce qu'une chronique d'un chroniqueur dans un journal peut vous faire complètement changer d'avis? Ben oui, je l'espère, parce que sinon, j'écrirais pas des chroniques dans le journal. Mais ça m'est arrivé récemment avec une chronique du Devoir. Je vous explique, j'avais vraiment l'intention pendant cette longue fin de semaine d'aller voter par anticipation. V'là-t-il pas que je lis une chronique de Jean-François Lisée dans le Devoir où il dit « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là de voter par anticipation? Très mauvaise idée. » Ben, j'ai dit, Jean-François a raison. J'ai fait un 180 degrés total. Donc, j'avais envie que Jean-François Lisée puisse vous expliquer ici, en ondes à Cube, pourquoi il ne faut pas voter par anticipation. Jean-François Lisée, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, vraiment, je te jure, mon idée était faite. J'ai lu ta chronique qui s'intitule « Partir avant la fin » et j'ai complètement changé d'avis. En résumé, pourquoi tu penses que voter par anticipation, c'est une absurdité et surtout une impolitesse? Je comprends que les gens s'y rendent en si grand nombre. Et là, on a eu les chiffres aujourd'hui. En fin de semaine, 7 millions de personnes sont allées voter par anticipation. C'est davantage que la fois précédente, qui était 5 millions, qui est davantage que la fois précédente et que la fois précédente. Écoutez, les gens disent, l'État m'encourage à voter par anticipation. Les partis politiques m'encouragent à le faire. Et alors, pourquoi ne pas le faire? Et en plus, il est possible au fédéral de voter dès le début de la campagne électorale. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Ton idée est faite, tu y vas. Il y a 1 demi-million de Canadiens qui ont voté dans les premiers jours de la campagne électorale. Alors, je ne les blâme pas eux, je blâme l'État d'envoyer le signal aux électeurs de dire, vous savez, la campagne électorale, c'est pas vraiment important. Ce que les partis vont dire, comment ils vont chiffrer leur engagement, la conversation que vous pouvez avoir, les débats des chefs, écoutez pas ça. Vous pouvez voter avant. Puis la conversation que vous pouvez avoir avec vos amis, vos collègues de travail, votre famille, c'est pas important. Le choc des idées. Ne vous ouvrez pas l'esprit à un changement possible. Suivez votre premier instinct, OK? Puisque, on vous le dit, nous, l'État, on organise des élections, puis on trouve que la campagne est tellement pas importante qu'on vous organise la capacité de voter. Alors, pour moi, c'est une insulte au processus démocratique lui-même. Je comprends. Une élection, je te dis, moi, je suis un intégriste de la démocratie. Mais je comprends. Et je trouve ça très intéressant et c'est important que tu le sois parce que c'est là que tu m'as fait changer d'idée, Jean-François, et je te lève mon chapeau parce que c'est vrai que c'est comme si on organisait un party, puis toi, le parallèle que tu fais, c'est avec un mariage et que quelqu'un part avant la fin, comme si quelqu'un disait, l'échange de vœux, c'est pas important, je vais partir avant qu'ils se disent oui. Donc, c'est partir avant les débats, partir avant une possible gaffe. C'est possible aussi que d'ici le 28 avril, un des candidats fasse une gaffe monumentale, fasse une déclaration effroyable qui nous ferait peut-être changer d'avis. Donc, si on a voté par anticipation, on ne laisse pas le processus démocratique suivre son cours. C'est très important ce que tu nous dis. Oui. Pour moi, donc je suis un intégriste de la démocratie. J'ai d'autres défauts. Je suis indépendantiste, social-démocrate, etc. Bon, mais c'est pas un défaut, ça. Oui, donc. ça dépend de nos auditeurs. Mais pour moi, tout ce qui réduit l'importance du rite démocratique, qui est une élection générale, est néfaste. Et donc, pour moi, le jour de l'élection, d'abord, ça devrait être un jour férié. Rien d'autre ne devrait avoir lieu ce jour-là. Ça devrait, et d'ailleurs, au tout début des votes par anticipation, ce n'était que les travailleurs d'élection et ceux qui pouvaient démontrer qu'ils seraient à l'extérieur du pays à ce moment-là. Et là, on l'a ouvert à tous. Moi, j'ai eu la chance d'être observateur international d'une élection présidentielle au Pérou. C'est quand on va à l'étranger qu'on voit, qu'est-ce qui serait possible? On n'y a pas pensé, mais il y en a d'autres qui ont pensé. Alors, les Péruviens ont un tel respect pour la démocratie que personne ne peut voter avant. Personne. Et les travailleurs d'élection sont les premiers à voter avant l'ouverture des portes.
Et dans ce cas-là, l'élection, le vote est obligatoire. Moi, je suis contre le vote obligatoire parce que je pense que c'est un droit de décrocher. Mais donc, tout est fermé ce jour-là. Pour moi, je ferais aussi le dernier débat des chefs l'avant-veille du jour férié de l'élection pour qu'on soit là jusqu'à la fin. Et j'interdirais, écoutez, si vous n'êtes pas là ce jour-là, ben tant pis pour vous. C'est que vous avez trouvé plus important d'aller à Porto Rico que de voter. C'est votre choix. Mais vous pouvez pas faire les deux, OK? Je ferai en sorte de rendre tellement, de sacraliser le rite démocratique. Voilà. Le sacraliser. C'est ça. Voilà. Mais tout ce qui le désacralise, le vote par anticipation, le vote par procuration, tout ça, là, le vote par Internet. Alors ça, c'est épouvantable. Heureusement, j'avais écrit contre ça. Je sais pas si j'ai eu un impact, mais les projets pilotes de la Direction générale des élections du Québec ont été annulés. Donc, on n'aura pas de vote électronique. Tout ça, pour moi, ça dégrade le fait que c'est sacré. C'est le seul jour où les puissants délèguent leur pouvoir aux électeurs qui ont le dernier mot. Il faut en faire un geste entouré d'une importance que la société lui donne. Voilà. Absolument. Cybèle, tu voulais intervenir? J'avais une question. Vous parlez des normes qu'on devrait mettre en place ou qu'est-ce qui devrait changer. On a beaucoup parlé des cadres financiers qui étaient même pas là au jour du débat. Est-ce que ça devrait être obligatoire d'instaurer les cadres financiers avant au moins le premier débat? Pour moi, c'était une norme non écrite. J'ai été chef de parti, j'ai déposé mon cadre financier avant le débat des chefs, puis c'était la chose à faire. C'est du savoir-vivre politique. Et là, on voit que tous nos partis ont manqué de savoir-vivre politique. Dans ce cas-là, on vote dans une loi de dire les cadres financiers seront déposés 10 jours après le début de la campagne. Tout simplement, si vous pouvez pas le faire, si vous pouvez pas respecter une norme, on va légaliser, on va légiférer. Ouais. Jean-François, je suis très contente qu'on ait mis ça au point. Moi, en général, j'aime pas les intégristes, mais dans ce cas-ci, j'aime que tu sois un radical et un intégriste. Écoute, je ne peux pas évidemment te recevoir sans te parler de ce pavé. Je m'en mords les doigts d'avoir manqué ton lancement auquel tu m'avais gentiment invité. Ce livre, donc, où tu nous racontes, ça s'intitule L'évêque Trudeau, leur jeunesse, notre histoire. C'est le premier d'une série de 3 livres où on va suivre étape par étape la vie en parallèle de René Lévesque et de Pierre Elliott Trudeau. Je veux juste arriver à un passage. Attends, j'ai mis un petit bout de papier. Évidemment, là, je le perds. Coudon du Rocher, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, bref, tu nous rappelles... Ça parlait de quoi? Ça parlait de Dachau parce que tu nous rappelles à quel point René Lévesque a été le premier occidental à témoigner de la libération des camps. Ça donne froid dans le dos, ce passage-là. Oui, parce que c'est intéressant quand on revient à toutes les fois où publiquement l'évêque a parlé de ça. Dans ses mémoires, il en donne une version un peu épurée, mais dans une conversation qu'il a eue avec son premier biographe, qui était Jean Provencher, il est plus direct, puis il dit non seulement l'horreur de voir ces gens qui étaient les survivants émaciés, mais en fait, ils nous font les poches. Il y en a un, je voulais lui donner ma cigarette, mais ils avaient vidé ce qu'il y avait dans mes poches. Puis je leur reproche pas, là. Ils étaient tellement en manque de tout. Et il raconte qu'il y a des soldats nazis qui avaient eu la mauvaise idée de ne pas déguerpir avant l'avancée de l'armée américaine. Lui, il était dans un de ces groupes avancés de l'armée, mais de se cacher dans le camp de Dachau. Mais oui, mais ils étaient faciles à repérer parce qu'ils n'étaient pas aussi maigres que les autres. Et l'évêque a assisté à des groupes de survivants qui traquaient ces Allemands-là et qui les tuaient sur le champ à coups de morceaux de bois puis de coups de poing, là. Alors, tu sais, c'était la détresse qui trouvait le moyen d'assouver une partie de leur vengeance devant lui. Et donc, c'est un témoignage tellement cru que ça vaut la peine de se remettre là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive au Québec et lorsqu'il en parle en privé, il en parle très peu parce qu'il se rend compte que les gens refusent de le croire. C'est inimaginable.
Puis à un autre bout, j'ai Jean-Louis Roux, qui lui était très à droite lorsqu'il était jeune, qui dit, même lorsque l'évêque nous disait ça au début, après la guerre, on ne le croyait pas. On ne le croyait pas. Oui, parce que tu cites à un moment donné, j'ai retrouvé la citation, tu dis les Allemands, les nazis n'avaient pas eu le temps de tout brûler parce qu'il manquait de combustible. Alors ils avaient laissé traîner un stock d'au moins une semaine de cadavres. C'est important, ces mots-là. C'est important de se rappeler ça. Dans un tout autre ordre d'idées, j'ai feuilleté le livre, je te mentirais en te disant que je l'ai lu au complet. Il y a une chose qui me frappe. René Lévesque, Trudeau, Gérald Pelletier, Michel Roy, le père de Patrice Roy qu'on connaît bien, Radio-Canada, des gens cultivés, des gens érudits, des gens qui sont capables de citer les grands poètes dans le texte, qui ont une mémoire culturelle. Tu trouves pas que quand on regarde la classe politique aujourd'hui, c'est quand même une petite coche en dessous? C'est intéressant. Lucien Bouchard, qui m'a fait l'amitié d'être au lancement et qui avait lu le livre, a dit quelque chose, une conclusion que j'avais pas tirée. Il dit probablement que Trudeau et Lévesque, qui étaient des boulimiques de lecture, ils lisaient tout, plus que leurs camarades de classe. Ok. Il dit c'était probablement les deux hommes qui avaient la culture la plus achevée de leur génération. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ils étaient au-dessus de leur propre moyenne. Il y avait plusieurs coches au-dessus de leur propre moyenne. Très bien dit. Ben écoute, je peux te retourner le compliment. T'es quelqu'un d'extrêmement cultivé, érudit, un historien, un journaliste qui fouille et qui enquête. Donc je recommande à tout le monde ton livre et on continue à te lire dans le devoir. Heureusement que t'es là parce que des fois, je prends mon devoir, j'ai le goût de le pitcher à bout de bras, mais je me dis ben non, il y a Jean-François qui est là. Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci, au revoir Jean-François. C'est bien gentil. Merci beaucoup, Sophie.